Merci d'être ici en si grand nombre. Alors, je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Mouloud Idir. Je travaille pour un organisme qui s'appelle le Centre Justice et Foi, qui est l'organisme qui organise finalement l'activité de ce soir. Une des nombreuses activités que nous avons organisées au cours des derniers jours et qui s'inscrit finalement dans le cadre des multiples activités de la semaine d'action contre le racisme. Vous avez vu aussi que cette table ronde, elle a été précédée d'un petit événement en bas, puisque nous avons une exposition qui a pour titre Québécoise, musulmane et après, qui est une exposition qui a été mise sur pied, qui circule en fait depuis 3 ans au Québec, mise sur pied à la fois par le Centre Justice et Foi en collaboration avec un organisme qui s'appelle La Voix des Femmes, que représente Eve Dorès qui est ici présente, et un autre organisme qui s'appelle Espace Nodal, dont est cofondatrice Bouchra Manaï, qui est ici à ma gauche, au nombre de ces multiples activités. Donc c'est une exposition qui se veut un petit peu un outil pédagogique de sensibilisation sur les enjeux relatifs à l'islam, puisque comme vous le savez, les images qui sont souvent utilisées dans les médias quand il s'agit d'islam, c'est des images très stéréotypées, pour aller vite et pour dire les choses très schématiquement. Donc c'est des images qui sont caricaturales et qui ne rendent pas justice ni à la complexité de ce qui compose les concitoyens musulmans dans leur pluralité sociologique, dans la pluralité des origines. Les musulmans qui sont ici, ce n'est pas juste des immigrants, il y en a beaucoup qui sont des concitoyens d'abord et avant tout. Et en fait, ce qu'on a voulu montrer à travers le fait qu'on a choisi délibérément d'appeler l'exposition Québécois musulmans, c'est de faire précéder l'appellation musulmane par l'appellation québécoise, de dire que l'islam, donc, c'est quelque chose qui commence à prendre racine au Québec. Hein. Ce n'est pas une immigration seulement de 20 dernières années. C'est pour ça, par exemple, que nous avons photographié des lieux de sépulture, la question des cimetières. Les cimetières, voilà un bel exemple de marqueur de temporalité, hein, puisque s'il y a des gens qui sont enterrés ici, c'est que ça fait suffisamment longtemps qu'ils sont là. Donc, essayer de considérer cette altérité-là comme partie intégrante, je ne dirais pas de notre patrimoine, parce que c'est un terme qui est galvaudé, mais qui rentre aussi dans une vision assez réifiante de l'identité. Mais en tout cas, c'est une présence, c'est une altérité qui est sur l'histoire du Québec assez longue, et il faut réfléchir à quelque chose comme une islamité québécoise, donc une inculturation de l'islam ici. Tout ça pour vous dire finalement que le thème qu'on aborde ce soir, c'est pas un sujet à la mode parce qu'il est question de racisme systémique soudainement qu'on s'est accaparé ce thème. C'est une question que le Centre Justice et Foi porte depuis longtemps, à travers donc un secteur que je coordonne, qui s'appelle le secteur Vivre Ensemble. Sans doute qu'au Centre Justice et Foi, vous connaissez la revue Relations, qui est l'une des plus vieilles revues au Québec, qui date de 41. Je pense que la seule autre revue au Québec qui soit plus longue, et je ne pense pas m'aventurer en disant ça, je dirais que c'est peut-être l'Action nationale, qui est une vieille revue. Relation date de 41. Bon, bien entendu, la relation des années 40 n'est pas la relation d'aujourd'hui. Hein. Il y a eu des mutations. Vous pouvez le savoir assez aisément en lisant les numéros des années 40 et ceux d'aujourd'hui. Voilà donc pour vous donner une petite idée de ce qui constitue le Centre Justice et Foi. Nous sommes un organisme d'analyse sociale. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite donc à aller découvrir notre site internet. Pour ceux qui s'intéressent aux questions du racisme, de l'islamophobie, c'est une question que l'on pose depuis longtemps. Et sur le site internet du secteur Vivre Ensemble, vous allez découvrir énormément de textes d'analyse et d'interviews qui aident finalement à cheminer sur cette question. La thématique de ce soir, donc l'islam dans les médias, un imaginaire posé en problème public. Merci pour votre aide que vous apportez à Xavier. Alors, donc, la thématique de ce soir, c'est l'islam dans les médias, un imaginaire posé en problème public. Bon, la thèse du problème public musulman, c'est un clin d'œil que je fais un petit peu ici au livre de Abdelali Hajjat et Marwan Mohamed. S'il y a un livre à lire en français qui soit véritablement consistant sur le plan théorique, même si vous êtes des citoyens éclairés pour beaucoup d'entre vous, c'est pas tout le monde qui est académicien, mais c'est un ouvrage qui mérite d'être lu, que vous gagnerez à lire, et eux-mêmes gagnent à être connus. C'est pas c'est assez intelligible pour un public qui n'est pas versé dans les sciences sociales, et c'est un livre qui est finement bien écrit, et c'est la plus belle, je pense, démonstration sur le plan théorique de ce que recouvre dans toutes ses nuances ce terme d'islamophobie. Donc, livre publié donc, par Abdelali Hajjat et Marwan Mohamed aux éditions de la Découverte en 2013. Voilà. Alors ce soir, les questions que l'on pose et sur lesquelles vont se pencher les trois invités de ce soir, de quoi débattons réellement lorsqu'on discute de l'islam au Québec?
Quels sont les éléments qui renforcent l'idée dominante d'un problème musulman, bien entendu entre guillemets? Quelles répercussions politiques découlent de la tendance qui consiste à induire des soupçons quant à l'aptitude des personnes musulmanes à être de bons citoyens? Enfin, quel est le rôle des médias dans la mise en circulation des représentations dominantes? Donc, vous n'allez pas, je ne veux pas faire semblant d'avoir un parti pris ici. Je ne veux pas faire semblant d'être neutre dans cette conférence. Nous avons un parti pris qui est de lutte aux discriminations et de lutte au racisme. Donc on pense qu'il y a de l'islamophobie. On n'est pas là pour explorer ce que recouvre ce terme, ou si ce terme est adéquat. On pense tout simplement qu'il est adéquat. Ça fait plusieurs années que l'on fait des débats là-dessus. Et donc aujourd'hui, on veut cheminer dans des questions encore plus profondes, qui sont celles justement qui sont sous-jacentes à beaucoup de débats. Mais bien entendu, très souvent, nous apportons des concepts sur ces débats sur l'islamophobie à partir d'autres lieux, qui sont le lieu français par exemple. On veut réfléchir à la particularité québécoise autour de cet enjeu, et c'est l'exercice donc auquel ont accepté généreusement donc de se prêter les 3 personnes qui sont ici, qui ne sont pas des personnes qui touchent à ce sujet pour la première fois. Je vais tout de suite vous présenter la première personne qui va prendre la parole, qui est à ma droite, qui est Junaid Khan, qui est à ma droite sur la table, mais qui n'est pas du tout à ma droite. Si je dis qu'il est à ma droite, ça ne rend pas du tout justice à la polarisation politique qui le caractérise, ni aux principes et idées. Précisons à la gauche de la salle. Comme disent les Anglais, Junaid, you have a point there. 1-0 pour toi, mais bon, je trouverai le moyen d'égaliser. Alors, Junaid Kanish, journaliste chevronné, il analyse la scène politique internationale pendant près de 40 ans au journal La Presse. Il était chroniqueur de politique internationale. Il a une formation en histoire, il a une grande culture littéraire, soif de poésie, il parle plusieurs langues qu'il maîtrise avec beaucoup de brio. Il a réalisé des reportages pour le compte du journal La Presse sur les 4 continents, les 5 continents peut-être? 4 ou 5? Pas l'Antarctique. Oui, bon, voilà. Alors, Junaid, il est originaire de Maurice, donc il est au Québec depuis les années 70. Il a été l'un des premiers journalistes, je dirais ça comme ça, dans un média important au Québec, à essayer de faire cheminer la population et la société québécoise, à la fois sur ce grand espace géoculturel qu'est l'espace musulman. Il a eu à couvrir toutes sortes d'enjeux sur le plan international qui ne sont pas sans lien avec la façon dont nous traitons finalement cet enjeu de l'islam. Donc Junaid nous propose une présentation qui aura pour titre les 2 rôles de l'islam dans nos médias, entre épouvantail et instrumentalisation géostratégique de l'Empire. Voilà, alors Junaid, tu as 20 minutes, au même titre que tous les autres. Donc je vais être sévère sur le temps, puisque l'objectif ici, donc au bout des 60 minutes de présentation, c'est d'avoir un bon temps d'échange avec la salle. Voilà Junaid, tu as la parole pour les 20 prochaines minutes. Merci infiniment. Bonjour, merci d'être venu. 5 minutes, voilà, qui me dit de jeter à la poubelle les 4 pages. 20 minutes. Ah, j'ai entendu 5. Non, 20 minutes. Je pensais que je mettais ça à la poubelle et que j'essayais d'improviser un peu. Non, 20 minutes. Ah, voilà, d'accord. J'ai reçu quelques notes aujourd'hui sur la conversation qu'on avait eue au début quand on m'a invité. Et je vois qu'il y a une partie là-dessus dont je ne traite pas dans ma préparation. Mais j'aimerais bien, peut-être pendant la période de questions, qu'on m'interroge là-dessus sur, en tant que journaliste musulman, comment j'ai cheminé à la presse. Il y a des gens qui s'intéressent, quels problèmes particuliers je puis avoir. Alors on pourra discuter, je pourrai répondre à ces questions dans ce sens-là. Ce qui me permet donc de m'en tenir aux quelques 3 pages de notes que j'ai prises. J'essaierai de lire assez vite pour me tenir à l'intérieur de 20 minutes. Après y avoir fait une carrière professionnelle de 40 ans, je ne suis plus les médias, québécois ou canadiens, ou nord-américains, ou même occidentaux. Que je ne lis plus rien d'occidental, je ne suis pas à la télévision, rien du tout. Après 40 années dans la cuisine médiatique occidentale. Je les trouve de plus en plus insignifiants, menteurs, manipulateurs, dépassés, et leur sectarisme s'accentue à mesure que se rétrécit comme une peau de chagrin l'hégémonie occidentale sur la planète.
Tout bruit médiatique d'ici ou d'ailleurs qui sort de l'ordinaire est quasi instantanément répercuté sur les médias sociaux. J'en suis donc aussitôt averti par l'écho qui résonne sans tarder dans l'espace numérique. Ces dernières semaines, l'écho n'a guère porté sur l'islam. Vous avez dû le remarquer. Ni sur les musulmans. Sauf indirectement pour rediaboliser la Syrie et ses alliés russes et iraniens qui achevaient de réduire les terroristes de l'OTAN, autoproclamés djihadistes, dans la banlieue d'Hamassen de la Ghouta orientale, où ils avaient établi une place forte au cœur de 400 000 civils qu'ils avaient pris en otage comme bouclier humain. L'écho dominant dans l'espace numérique ces dernières semaines a porté surtout sur la guerre des tarifs déclenchée par les USA contre alliés et ennemis. À la fois sur l'acier et sur l'aluminium. Ainsi que sur la bizarre allégation britannique d'un empoisonnement au gaz d'un citoyen russe et de sa fille à Salisbury, qui est la Mecque des druides en Grande-Bretagne, pas loin de Stonehenge, au lieu saint du druidisme britannique. Et ça a été suivi aussitôt par des sanctions redoublées contre la Russie. On l'a vu, jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Il y a 20 ans, il y a 10 ans, je m'efforçais de relativiser les mois sur l'islamophobie dans les discours médiatiques d'ici et d'ailleurs en Occident. En soulignant que l'islamophobie, qui nous apparaissait comme dominante dans la foulée de Salman Rushdie, Taslima Nasrin, Fukuyama, Huntington, Al-Qaïda et Taliban, paraîtrait, sinon secondaire, en tout cas moins dramatique, quand sonnerait du fond de l'Occident en déclin, face à la montée d'un ordre mondial multipolaire, l'heure de la russophobie, de la sinophobie, de l'indophobie, de l'afrophobie, bref, de tous les autres phobies. Nous y voilà. Nous y voilà. Et il est maintenant clair que le rôle de l'islam dans les préoccupations de l'Occident, en déclin, est plus différencié que le simple et grossier épouvantail d'il y a 10-15 ans. L'aspect épouvantail continue de prédominer, certes, avec l'impact de cet autre, inassimilable dans l'équation de la sacro-sainte civilisation judéo-chrétienne. Et pourquoi judéo-chrétienne? Parce que grâce au sionisme, le judaïsme s'est mis au service de l'impérialisme occidental. Toute la thèse du professeur Jacob Rapkin porte exactement là-dessus. Il en est même devenu le modèle parfait de colonialisme de peuplement blanc en Palestine. Et l'agent déstabilisateur par excellence du monde musulman. Depuis l'Afrique jusqu'en Chine, en passant par la Russie, l'Asie centrale et l'Inde. L'islam reste épouvantail parce qu'il refuse de suivre l'exemple du judaïsme. Il refuse de se mettre au service de l'impérialisme. Surtout en ces temps de déclin de l'Empire. US, UE, États-Unis, Union européenne, OTAN, OCDE. On a une petite meute au Québec qu'on appelle la meute, avec un grand M,
Mais c'est la petite meute, folklorique. Mais la vraie meute, vous savez qui c'est? Ce que je viens de nommer. La vraie meute globale et mondiale, c'est États-Unis, Union européenne, OCDE, OTAN. Ensemble. Les mêmes pays sont membres des 4 organisations derrière les États-Unis, qui représentent les 2/3 des dépenses militaires annuelles dans le monde et qui mènent guerre sans fin et guerre d'agression sans fin après guerre d'agression sans fin depuis 30 ans, sans que nos médias en parlent. Est-ce que vous avez jamais entendu parler d'un débat sur l'OTAN à la télévision canadienne ou dans les journaux? Le rôle du Canada dans l'OTAN? Jamais. Chaque Canadien fait des conférences. Oui. Hein? Pour la révision. Alors, c'est pourtant pas faute d'avoir essayé. C'est-à-dire, de la part de l'Empire, l'Empire a bien essayé de mettre l'islam à son service. Ça fait 30 ans qu'il essaye. 40 ans. Depuis le XVIIIe siècle, il essaye. Depuis que l'ancêtre, Mohammed ibn Saoud, s'est appuyé sur l'autre ancêtre, Mohammed ibn Wahhab, le fondateur du wahhabisme, pour asseoir sa dynastie sur l'Arabie. À cette époque, la Grande-Bretagne profitait du déclin des Moghols musulmans pour asseoir et renforcer leur autorité sur l'Empire des Indes. C'est parallèle, ces événements. Et les Britanniques suivaient. Ils avaient 2 ministères des colonies à Londres. Il y avait le India Office et il y avait le Middle East Office. Le India Office était relativement autonome, était dirigé à partir de l'Inde même, mais le Middle East Office était dirigé depuis Londres. Et souvent les 2 bureaux étaient en conflit. Alors, durant cette période, depuis cette époque que ça commence, la Grande-Bretagne donc assoit, étend son empire des Indes, et en même temps elle s'intéresse aux Ottomans et à leurs faiblesses, parce qu'elle voulait remplacer les Ottomans dans le monde arabe, dans le Moyen-Orient, ce qu'elle va finir par réaliser quand? En 1918, après la fin de la Première Guerre mondiale, avec Laurence d'Arabie et compagnie. Vous avez tous vu le film. David Lean. Si vous l'avez avec de David Lean, avec Peter O'Toole. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Alors, les Britanniques ont déjà vu le rôle utile que le wahhabisme pouvait jouer pour dynamiser un éventuel islam politique au service, à son service, au service de l'Empire, au service de l'Occident. Au XXe siècle, au milieu du XXe siècle, vous vous en souvenez, le nexus Grande-Bretagne-Saoudie est renforcé après la Deuxième Guerre mondiale par le pacte du Quincy entre Roosevelt et Abdelaziz ibn Saoud sur le navire Quincy mouillant dans la mer Rouge. Là, il y a donc le pacte entre la Saoudie pour le XXe siècle. Sous la protection des États-Unis, exploiteur numéro 1 de son pétrole, la Saoudie va répandre le wahhabisme sur tous les continents pour contrer l'expansion du communisme durant la guerre froide. Et l'Occident s'arrange pour conserver la haute main sur le pétrole et les monarchies arabes, ainsi que sur la Ligue arabe et éventuellement l'organisation de la conférence islamique, ce qui est toujours le cas. L'occasion d'injecter le wahhabisme à forte dose dans le système sanguin islamique
pour mettre l'islam politique au service de l'Empire US arrivera dans les années 1970. Stratège US d'origine polonaise, conseiller de sécurité nationale du président Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski va laisser venir, il sait parfaitement, et il le laisse monter le khomeïnisme chiite en Iran contre le Shah, et il en profite pour déclencher les moudjahidines sunnites contre l'ex-Union soviétique en Afghanistan. C'est vraiment la date à laquelle les années 70, entre 70 et 80, où l'islam, comme sujet, perce dans les médias québécois. Auparavant, on n'en parlait pas. C'était pas un sujet, ça n'intéressait personne. Là, tout à coup, le Québec découvre un ayatollah, un Jatol Islam, un mollah, etc. Tout le monde se met à devenir un expert overnight de l'islam. J'avais une collègue à la presse, d'ailleurs, qui, parlant de la Khomeini, avait écrit « Monsieur l'ayatollah » avec un grand L, sans apostrophe. Monsieur l'ayatollah. Alors, c'est comme ça que l'islam perce dans le discours médiatique au Québec. Hein? Elle est bonne. Ah oui, oui. Elle perd. Alors, qu'est-ce qui est plus important, avait déclaré Brzezinski? La vie de la racaille musulmane, la vie d'une racaille musulmane, ou la liberté des Européens de l'Est emprisonnés sous le joug russe. C'est comme ça qu'il a justifié l'utilisation de l'islam politique contre l'Union soviétique pour aller libérer l'Europe de l'Est. Et il réussira son pari. Parce que, après 8 et 9 années de guerre en Afghanistan, l'Union soviétique s'effondre. L'armée rouge se retire, l'Union soviétique n'existe plus, le communisme également. Le rôle de l'islam comme épouvantail de nos médias et de nos États se double dès lors, depuis Brzezinski, d'un rôle nouveau. Celui d'instrument de la géostratégie de l'Occident. Parce que l'expérimentation marche tellement bien en Afghanistan que l'Occident et l'Empire se disent ben, on a trouvé la formule gagnante, personne ne peut nous arrêter. Avec une alliance OTAN, Pétro-Émirats, Pakistan, les USA forcent le retrait de l'URSS de l'Afghanistan, l'éclatement même de l'URSS, la chute du communisme. Convaincus d'avoir gagné la guerre froide, et donc d'avoir gagné le droit de dominer le monde, l'Occident s'engage sur la voie du Project for a New American Century. PNAC, que je vous recommande de rechercher sur Google. Il y a des choses très intéressantes à lire là-dessus. Si vous trouvez encore des liens, parce que ça a été nettoyé pas mal depuis que l'Empire s'est enlisé en Irak en 2006. Mais vous aurez peut-être chance que vous le souhaitez. Lançons des terroristes islamistes contre la Chine et la Russie deviennent des armes de prédilection de l'Empire pour déstabiliser la Chine au Xinjiang, la Russie dans le Caucase, la Tchétchénie, le Daghestan, etc. Se lançant lui-même dans le fol projet de refaire la carte du Moyen-Orient par des guerres d'agression sans fin. L'Afghanistan, l'Irak, la Libye, les guerres barbares se succèdent
au changement de régime, est aussi mis sur pied en Irak et en Syrie. Alors là, il y a un saut qualitatif sur les portions du territoire irakien et syrien, et mis sur place un soi-disant califat ou État islamique qui va servir d'infanterie, une sorte de corps de janissaires de l'OTAN. C'est-à-dire que vous connaissez le corps de janissaires de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, l'armée ottomane, attaquait, kidnappait des enfants, des garçons, puis les ramenait en Turquie, les élevait comme des Turcs, en faisait la garde prétorienne, si vous voulez, du sultan, et ensuite étaient envoyés à attaquer leur propre pays pour l'Empire ottoman. C'est exactement ce que l'OTAN fait sous nos yeux depuis 30 ans, avec ce soi-disant califat. Mais arrive 2011. Et 2011, tout à coup, la Russie et la Chine, qui assistaient passives à la barbare chevauchée de l'OTAN depuis 1989, se redressent à l'ONU avec un double veto contre la répétition d'une Libye bis en Syrie. Depuis 1989, 23 ans après la fin de la guerre froide, que les Russes et les Chinois se sentent suffisamment confiants pour tenir tête à l'OTAN, par un veto à l'ONU. En décembre 2015, une intervention militaire musclée suit le veto russe. Le califat de l'OTAN est défait au grand soulagement des civils musulmans, que ce soit en Irak, en Syrie, et je dirais même, je vous dirais, dans tout le monde musulman, où les populations civiles n'ont jamais adhéré à cette invention, cette construction immonde qu'ils appellent le califat de l'OTAN. Les musulmans refusent donc de se sioniser, ils refusent de s'assimiler à l'Occident, ils refusent de servir d'instrument à l'impérialisme occidental. Mais ils continuent d'être utilisés à la propagande de l'Empire, la propagande toujours utile, comme, je vais terminer là-dessus, dans le cas des Rohingyas, par exemple. Que nos médias, tout en se déchaînant contre le hijab, les mosquées et autres aspects de l'islam et la charia, nous présentent les Rohingyas comme des grandes victimes des méchants bouddhistes birmans. L'expérience nous pousse à savoir le pourquoi de cet amour inattendu de nos médias pour les Rohingyas. On est tout à fait justifié de se demander pourquoi. Pourquoi le média nous dit ça, alors que sur les Palestiniens, jamais rien, le génocide au Yémen, rien du tout, et tout à coup les Rohingyas, pourquoi? Alors sachez que la Birmanie d'Aung San Suu Kyi privilégie ses relations avec son voisin chinois, au lieu de travailler pour l'Empire, ce que l'Empire a fait pour la préparer. C'est comme ça que l'Empire lui a fait donner le Nobel, et puis l'a placé à la présidence de la Birmanie pour qu'elle soit un partenaire local dans la région de l'Empire. Mais non, elle s'est rangée du côté chinois. Elle a même été jusqu'à permettre aux Chinois d'établir un port avec un pipeline, un port pétrolier, sur le golfe du Bengale, d'où les Chinois peuvent importer leur pétrole sans avoir à faire le tour par les détroits de Malacca et la mer de Chine. Voilà la raison principale de cet amour soudain et surprenant de nos médias pour les Rohingyas. Je m'arrête là
Merci beaucoup. Tout à l'heure, pendant les questions, vous pourrez m'interroger sur d'autres aspects que j'aurais peut-être négligés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Juni. Donc, on retient la date de 1979 qui voit l'apparition de cette figure du musulman dans les médias québécois, dans la foulée, justement, de l'endiguement et du grand émeute soviétique en Afghanistan, lesquels djihadistes étaient à l'époque appelés les Freedom Fighters. Deuxième présentation de la personne juste ici à mes côtés, je ne dirais pas à droite, tout juste à côté ici, Mélanie Beauregard, doctorante en sociologie à l'Université d'Ottawa. Donc, candidate au doctorat, elle est titulaire d'un baccalauréat d'une maîtrise en sociologie à l'UQAM, inspirée par la critique du discours, par la sociologie du racisme ainsi que par les approches intersectionnelles. Sa thèse, donc, porte sur la façon dont le groupe majoritaire se construit au moyen de sa représentation sur les groupes minoritaires. Donc, elle nous livre une présentation qui a pour titre « Le traitement de l'islam et des musulmans dans les médias québécois ». Et je crois, sans schématiser, sans caricaturer, qu'elle a fait son mémoire sur les chroniques de Richard Martineau. Mais j'espère que dans la présentation, vous pourrez avoir d'autres matériels que sur seulement Richard Martineau. Donc vous avez 20 minutes, Mélanie, et merci infiniment d'avoir accepté de vous livrer donc, généreusement pour cette conférence, parce que vous connaissez pas, je vous découvre agréablement. J'espère que je ne vous décevrai pas. J'avais un peu de pression, mais... Donc avant, j'aimerais ça vous remercier, Mouloud, pour l'invitation et le Centre Justice et Foi, et vous tous pour d'assister en grand nombre à nos présentations. Donc, comme Mouloud a dit, ma présentation s'intéresse au traitement médiatique de l'islam et des musulmans au Québec. C'est là-dessus que j'ai fait ma maîtrise. Je me suis intéressée à un cas particulier, celui de Jean Martineau, islamique. Mais aujourd'hui, je vais essayer de présenter des choses qui sont dans ces chroniques, mais qui s'appliquent, selon moi, à l'ensemble des journalistes québécois, ou du moins à une partie d'entre eux. Donc, depuis plusieurs années au Québec, on va remarquer que l'islam va occuper un espace très important au sein des discours publics, qu'ils soient politiques, sociaux ou médiatiques. L'islam et les musulmans vont susciter de nombreuses préoccupations et réactions, et ce en lien avec divers enjeux, tels que les accommodements raisonnables, la laïcité, l'égalité des sexes, donc tous des enjeux qui sont dorénavant liés à l'islam. Donc, on assiste alors dans les médias et autres discours à une construction de l'altérité musulmane. Dans cette présentation, je vais tenter de présenter les modalités de cette construction. Donc, pour ce faire, on va observer rapidement le rôle des médias et après, on va explorer ensemble les divers cadres utilisés par les médias pour traiter de l'islam et des musulmans. On va parler de l'invisibilité médiatique des musulmans et la construction de deux figures stéréotypées, soit les figures des bons musulmans et des mauvais musulmans. Donc, avant de commencer, j'aimerais présenter quelques prises de position qui découlent de ma personne. Tout d'abord, je ne suis pas musulmane, donc mon regard est externe. Je ne vis pas les oppressions que les musulmans vivent ou que les personnes qu'on associe à tort ou à raison à l'islam vivent. Je crois être une personne empathique, mais je suis une femme blanche, donc je suis privilégiée quant à certaines dynamiques. Donc, mes observations vont découler de cette position-là. Donc, certains éléments ont pu passer inaperçus, qu'on le veuille ou non, quand j'ai fait mon analyse. Donc, c'était important pour moi de clarifier ce point-là. Donc, maintenant, je vais m'intéresser au rôle des médias. Donc, la première question, c'est quoi le rôle des médias dans la production et la reproduction des discours sur l'islam et les musulmans? En fait, est-ce que les médias sont le miroir de la société ou sont-ils créateurs de discours sur l'islam et les musulmans? Donc, en fait, quand on regarde les théories sur les discours, le rôle des médias est très difficile à cerner. Concrètement, c'est difficile de déterminer comment un individu donné est influencé par un discours donné. Donc, plusieurs vont proposer des théories. Pour certains, les médias, ce ne sont que des organisateurs des discours sociaux. Donc, en fait, les médias reprennent que les discours qui sont dans la société et tentent de les réorganiser et de nous présenter un schéma. Alors que pour d'autres chercheurs vont proposer une autre posture qui va être plutôt celle que les médias vont participer à reproduire et à produire les discours, les systèmes de pression. Donc, d'une part, vous avez les médias qui ne font qu'organiser, par exemple, les discours islamophobes, ou d'autre part, vous avez les médias qui produiraient et reproduiraient le discours islamophobe. Donc, pour ma part,
inspiré par différents spécialistes du discours, je considère que le discours, c'est une activité, une représentation du monde qui est inscrite dans les interactions sociales et le contexte social. Donc, le discours, pour moi, médiatique ou autre, est créateur de la société et créé par celle-ci. Donc, le discours est performatif, si on veut. Donc, il façonne les manières de concevoir la réalité, la société, les objets et ses individus. Donc, par exemple, dans le cas des médias, ceux-ci vont proposer à leurs lecteurs et leur auditoire une grille de lecture qui va permettre de comprendre et de concevoir les événements. Évidemment, le lectorat et les auditoires des journaux, des radios, des télévisions sont critiques. Il est faux de croire que les gens ingèrent de façon non critique l'information qui leur est donnée. En revanche, les médias, par divers mécanismes, par exemple la répétition d'un même discours, font en sorte que certains discours sont appelés à devenir d'une certaine façon la réalité. Donc, dans cet exposé, je vais tenter de mettre en lumière certains des mécanismes utilisés par les médias québécois pour produire un discours sur l'autre musulman. Discours où cet autre est construit comme un problème social. Donc, dans cet exposé, je vais proposer quelques observations sur les médias québécois. Pour ce faire, je m'inspire de différents résultats que j'ai obtenus dans le cadre de mon mémoire de maîtrise. Cette recherche de maîtrise était une étude de cas portant sur un chroniqueur québécois très connu, Richard Martineau. Toutefois, comme j'ai dit en début de présentation, je considère que les résultats obtenus lors de cette recherche s'appliquent d'une certaine manière à l'ensemble des journalistes, ou du moins une partie. Et ça, indépendamment du journal. Donc, je vais vous présenter quelques constats. Donc, le premier, c'est le cadrage, ou ce qu'on appelle en anglais le framing. Donc, par cadrage ou cadre, c'est la manière dont un événement, un sujet, un objet est exposé dans les médias. Plus précisément, c'est l'angle choisi par les médias pour traiter d'un événement, d'un objet ou d'un sujet. Le cadrage, c'est on va mettre en valeur certaines dynamiques plutôt que d'autres. Donc, on va insister sur des éléments plutôt que d'autres. Cette pratique n'est évidemment pas que médiatique, chaque discours étant situé dans un point de vue, une perspective précise. Dans le cas qui nous intéresse, le cadrage, le cadre, c'est l'angle d'analyse, le point de vue offert par les médias pour traiter de l'islam et des musulmans. Donc, quand on traite de l'islam et des musulmans dans les médias québécois, on assiste à la mise en place de plusieurs cadres. Oui, il y a variation entre chaque média, entre journalistes, mais on va remarquer que dans les médias québécois, il y a certains cadres qui sont prédominants. Ici, je vais tenter de présenter les principales tendances, les principaux cadres par lesquels les médias vont produire un discours sur l'islam ou les musulmans. Tout d'abord, dans les médias, l'islam est à la fois compris comme un enjeu relevant de dynamiques locales, ainsi qu'un enjeu relevant de dynamiques internationales. Donc, quand on pense l'islam et les musulmans dans les médias, on pense soit à des dynamiques internes au Québec ou à des dynamiques externes à celui-ci, au Québec. Au niveau local, on traite bien souvent l'islam et les musulmans selon un angle précis, soit celui de la politique et des mesures législatives. Donc, selon ma lecture des médias québécois, on va traiter en général peu du quotidien des musulmans ainsi que des dynamiques du vivre ensemble au quotidien. Lorsque l'islam et les musulmans sont traités dans les médias, c'est plutôt lié au fait qu'il y a des mesures politiques et législatives qui sont prises ou encore on va débattre de la place dans la société que l'islam peut prendre et que les musulmans peuvent prendre. Donc, on comprend l'islam et les musulmans selon un angle politique, non pas au sens de l'islam politique, mais plutôt au sens où l'islam et les musulmans sont relativement invisibles dans les médias s'il n'y a pas d'enjeu politique les mettant à l'avant-plan. Oui, ça arrive que l'on va assister à un traitement médiatique de l'islam sans mobiliser les enjeux du politique, tel qu'en insistant sur le vivre ensemble, mais là encore, le politique prend bien souvent beaucoup d'espace. Par exemple, lors des commémorations du tragique anniversaire de la tuerie à la mosquée de Québec, oui, on a parlé du vivre ensemble, oui, on a parlé dans une certaine mesure des oppressions vécues par les musulmans, mais là encore, le cadrage était très politique. Les principaux intervenants, les principales personnes à qui la parole était donnée, étaient des acteurs politiques. Alors que l'islam et les musulmans sont perçus comme relevant de dynamiques internes, on va les percevoir aussi selon des dynamiques internationales, et plus particulièrement en lien avec des dynamiques sécuritaires. Donc, notamment liées au terrorisme, l'islam pose, selon les médias, des défis sécuritaires. Oui, l'islamisme et le terrorisme qui est associé sont traités au Québec. Oui, l'islamisme et le terrorisme sont construits comme des enjeux locaux, par exemple les cas médiatisés de radicalisation religieuse, mais malgré cela, l'islamisme, lorsque traité dans les médias, est principalement présenté d'un point de vue international. On se base alors sur des expériences étrangères, en France, au Moyen-Orient, pour expliciter nos inquiétudes.
Autrement dit, la réflexion un peu que se fait le monde médiatique, c'est l'islamisme est une réalité ailleurs dans le monde, pourquoi pas ici? Donc, par conséquent, même si l'islamisme s'inscrit dans les médias dans des dynamiques locales, la représentation de l'islamisme se fait au moyen d'une perspective internationale. Enfin, comme mentionné précédemment, le cadrage participe à rendre invisibles certains enjeux, certaines dynamiques. Le cadrage a un impact que s'il est répété plusieurs fois par les médias. Autrement dit, plus il est répété, plus il devient l'un des seuls cadres d'analyse que les médias offrent à leur public. Même si ces publics sont critiques, ça ne n'empêche pas qu'à force de répéter toujours et toujours le même discours et d'exposer que certaines dynamiques, les médias participent à rendre invisibles d'autres dynamiques. Et là, c'est ça que je vais m'intéresser à l'invisibilité des musulmans. Selon moi, l'invisibilité des musulmans se manifeste de deux façons. Soit par le faible espace médiatique que l'on accorde aux musulmans dans les médias, ainsi que par le faible traitement médiatique de certains enjeux. Tout d'abord, intéressons-nous à l'espace médiatique qui est accordé aux musulmans. Il faut reconnaître que oui, certaines voix musulmanes sont entendues dans les médias québécois. Toutefois, l'instrumentalisation de ces voix par les médias québécois est problématique, dans la mesure où souvent, lorsqu'on donne la parole à des personnes associées à l'islam, c'est des personnes qui vont corroborer ou appuyer l'argumentaire tenu par les médias. Et là, ça se manifeste de deux façons. La première, c'est qu'on va utiliser les propos de certains individus qu'on associe à l'islam et qui tiennent des propos controversés. Donc, en reprenant les propos de certaines personnes qui vont dire des propos jugés controversés par le groupe majoritaire, on démontre alors à son auditoire qu'il est justifié de craindre l'islam. Et ça, dans la mesure où certaines personnes se revendiquant de cette religion vont tenir des propos menaçants, tant pour la sécurité que pour les valeurs. Donc là, on assiste à une généralisation de propos de certains musulmans à l'ensemble des musulmans. Deuxièmement, on fait également appel aux propos tenus par ce que l'on pourrait qualifier d'informateurs ou informatrices de l'intérieur. Pour ces informateurs sont des personnes se revendiquant l'islam tout en critiquant cette religion ouvertement. Le discours de ces personnes, en raison de leur appartenance à l'islam, est alors utilisé, instrumentalisé, pour justifier un discours critiquant l'islam. Donc, en instrumentalisant le discours de ces personnes, il est alors compris que les discours formulés par les médias sont légitimés, c'est-à-dire qu'ils sont appuyés, justifiés. Par exemple, on va prendre le discours de certaines femmes d'origine musulmane qui considèrent le voile comme un outil d'oppression patriarcale. Et là, ça va être repris par des personnalités médiatiques québécoises qui, eux, vont justifier leur propre position sur le voile. Donc, le raccourci étant, si une femme se réclamant de l'islam affirme que le voile est oppression, il n'est pas raciste de le dire et de le penser. Donc, on utilise souvent les paroles des voix musulmanes de cette manière. Donc, les voix musulmanes sont utilisées, généralisées, et pour appuyer certains arguments. Cette généralisation et légitimation participent à l'invisibilité des musulmans, dans la mesure où seules quelques rares voix sont mises en valeur. Autrement dit, peu d'espace médiatique est accordé aux musulmans et peu de voix sont entendues. L'invisibilité des musulmans se manifeste également par le faible traitement de certains enjeux. Comme mentionné précédemment, à l'exception de peut-être quelques reportages sur le vivre ensemble, l'islam au Québec est principalement réduit à deux enjeux, soit la politique et l'islamisme, qui eux découlent d'autres enjeux tels que l'égalité des sexes, la laïcité, l'identité, les valeurs québécoises, les enjeux sécuritaires. Toutefois, on ne se le cachera pas, la réalité des hommes et des femmes musulmans au Québec et partout ailleurs est beaucoup plus complexe et ne doit pas se réduire aux politiques et à l'islamisme. Plusieurs enjeux sont alors rendus invisibles, dont le racisme et l'islamophobie. Dans le cadre de mes recherches de maîtrise, j'ai constaté parmi les textes que j'ai analysés que les termes islamophobie et islamophobe, ainsi que racisme et racisme, sont très peu utilisés lorsqu'on aborde la question de l'islam et des musulmans. Pour cet exposé, j'ai voulu répéter l'exercice. Donc, j'ai donc fait une recherche dans une base de données qui répertorie l'ensemble des textes publiés par les journaux et j'ai tenté d'observer le nombre d'articles où les termes islamophobie et islamophobe apparaissent. Donc, pour cet exercice, j'ai observé 3 journaux, La Presse Plus, Le Devoir et Le Journal de Montréal, sur 2 périodes d'1 an, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Les résultats parlent selon moi d'eux-mêmes. En 2016, les termes islamophobie et islamophobe apparaissent dans 97 textes du Journal de Montréal, dans 69 textes du Devoir et dans 64 textes de La Presse Plus. Et sur des dizaines de milliers de textes qui sont publiés pendant l'année. En 2017, année où l'islamophobie, en raison du tragique attentat à la Mosquée de Québec, a été davantage abordée, les termes islamophobie et islamophobe apparaissent un petit peu plus, mais
Pas vraiment, en fait. En fait, dans 126 textes du Journal de Montréal, dans 109 textes du Devoir et dans 125 textes de la Presse Plus. Donc, on voit qu'il y a une faible apparition des termes, on n'ose pas nommer l'islamophobie, alors que de nombreuses recherches ont démontré l'importance du phénomène au Québec et ailleurs. Par ailleurs, même si on nomme l'islamophobie, le contexte d'utilisation de ces termes est très important. Bien souvent, le contexte d'apparition des deux termes est généralement associé à une critique de l'usage du concept d'islamophobie, ce concept étant un élément de censure. Dans le fond, on reconnaît, oui, qu'il y a peut-être discrimination, mais c'est un fait d'une minorité au Québec, et que l'islamophobie, en fait, c'est un concept bâillon qui empêche la prise de parole, qui empêche la critique de l'islam. Maintenant, je vais aborder le processus de hiérarchisation des musulmans qu'on peut voir dans les médias québécois. Ça, c'est inspiré, encore une fois, de ma maîtrise. Donc, dans ma maîtrise, j'ai constaté que certains comportements, prises, pratiques, propos émis par les musulmans étaient valorisés, alors que d'autres étaient critiqués, voire condamnés. Donc, j'articule cette condamnation-là et cette valorisation des pratiques musulmanes au concept d'islamophobie et d'islamophilie. Donc, inspiré par les travaux de deux chercheurs analysant l'islamophobie en lien avec la racialisation, je comprends l'islamophobie comme étant un ensemble d'idées, de pratiques qui amalgament les musulmans en un groupe et qui leur attribuent des caractéristiques jugées innées, telles que la violence, la misogynie, la déloyauté, l'incompatibilité avec les valeurs occidentales. Donc, l'islamophobie, c'est l'assignation d'une identité de groupe à des individus, et ça en généralisant certains traits réels ou imaginés à l'ensemble des membres de ce groupe. L'islamophilie, quant à elle, c'est une compréhension binaire, bon et mauvais, et stéréotypée des musulmans. L'islamophilie, ça relève de l'islamophobie dans la mesure où elle repose sur une conception des mauvais musulmans comme étant extrémistes, antidémocratiques, violents, terroristes et antimodernes, et alors que les bons musulmans sont définis comme des êtres modernes, séculiers et occidentaux. Dans les deux cas, une identité est assignée aux individus, bons et mauvais. Depuis, notons que l'identité des musulmans serait par défaut mauvaise, le bon musulman devant adopter certains comportements et attitudes pour faire partie de ce groupe. Le discours médiatique québécois s'articule à l'islamophobie et l'islamophilie, et ce, bien souvent parce qu'il présente les musulmans selon cet axe-là, bon ou mauvais. Dans mes recherches, la figure du bon musulman coïncide notamment avec les musulmans qui vont critiquer ouvertement l'islam et le voile, ainsi que les musulmans qui vont revendiquer une volonté d'intégration à la société d'accueil en respectant les valeurs de cette dernière, ou, supposé, là, ou en vivant une vie normale, et là je cite Martineau. La figure du mauvais musulman coïncide plutôt avec celle des musulmans que l'on peut associer à l'islamisme, ainsi que les musulmans qui ne condamnent pas ouvertement l'islam et l'islamisme. Donc, ça serait les musulmans dits modérés. Donc, l'identité des musulmans, comme je mentionnais précédemment, est par défaut mauvaise. Donc, pour être considéré par les médias québécois comme un bon musulman, il faut donc adopter une prise de position, un comportement précis, soit la critique de l'islam et de l'islamisme. Conséquemment, les musulmans qui ne formulent pas ouvertement de critique quant à l'islam sont donc considérés comme de facto comme mauvais. De plus, il faut noter que les comportements, actions et prises de position adoptées par les musulmans déterminent leur rang dans la hiérarchie. D'ailleurs, notons que les musulmans sont évalués selon une norme, qui, elle, serait l'idéal occidental. La norme dite occidentale impliquerait que les bons individus, musulmans ou non, doivent notamment être laïcs, séculiers et féministes. Tel est le cas des bons musulmans. L'opposition au voile ainsi qu'à l'intégrisme islamique et la volonté d'intégration à la société d'accueil démontreraient le caractère laïque et féministe de ces bons musulmans. En ce qui a trait aux mauvais musulmans, l'absence de comportement ou de prise de position correspondant aux normes occidentales justifie alors qu'ils soient considérés comme étant de mauvais musulmans. Notons alors que cette tentative de discipliner les bons et mauvais musulmans implique la nécessité pour les bons musulmans de rejeter ou de critiquer l'islam et les mauvais musulmans, ainsi que de se conformer aux normes dites occidentales. Conséquemment, les musulmans, s'ils souhaitent être perçus comme des alliés plutôt que comme des ennemis, doivent alors se comporter selon les attentes du groupe majoritaire. Pour conclure, donc dans cet exposé, j'ai tenté de présenter quelques stratégies utilisées par les médias pour traiter de l'islam et des musulmans. Donc j'ai abordé le cadrage, l'invisibilité, les figures stéréotypées du bon et mauvais musulman, toutes des stratégies qui participent selon moi à exclure discursivement les musulmans du groupe majoritaire, ainsi qu'à créer une certaine image de l'islam. L'image de l'islam et des musulmans véhiculée par les médias est limitée et relève principalement d'une vision où les musulmans sont par défaut mauvais,
et où ils doivent être surveillés. Les musulmans pouvant, selon les médias, avoir des comportements répréhensibles, tant pour les valeurs québécoises que pour la sécurité physique des Québécois dits de souche. Toutefois, et là, je propose une réflexion en cours qui est ouverte aux suggestions et à la discussion. Selon moi, on assiste à une transformation du racisme. En effet, on assiste à une responsabilisation des victimes du racisme. Plus précisément, le racisme n'est plus la responsabilité du majoritaire. Ce n'est plus à lui de corriger son comportement, mais c'est plutôt la responsabilité repose maintenant sur les épaules des musulmans. Ces derniers se doivent alors de rejeter l'islam s'ils ne souhaitent pas être victimes du racisme. Autrement dit, les médias, en créant l'image du musulman comme mauvais ou menaçant, participent à transférer la responsabilité du racisme, les musulmans portant désormais le poids, la responsabilité du racisme qu'ils subissent. Bravo. Merci beaucoup, Mélanie. Je vois que la relève est assurée. Merci. Du fond du cœur, je conclus finalement qu'un bon musulman est un musulman qui n'est plus musulman. Et quelque part. Un musulman mort. En tout cas, c'est un musulman dans les traits d'aspect. Comme disent les Américains, a good Indian is a dead Indian. Voilà. Donc, c'est une figure dans les. Un bon musulman est la figure à travers laquelle les aspérités associées à l'intériorité musulmane sont complètement laissées et aseptisées. Voilà, donc, autrement dit, si on ne s'inscrit pas dans les modalités attendues dans ce régime séculariste, c'est comme si finalement on s'auto-ségrégait de soi-même, c'est-à-dire les signes de visibilisation de cette altérité seraient une offense morale aux attentes du groupe majoritaire, puisqu'on ne veut pas se soumettre au cadrage attendu par une société séculière, donc on s'auto-exclut de fait. C'est ce que, justement, Abdelhamid Hajoub appelle l'islamophobie qui fonctionne par capillarité. Je vous recommande avec beaucoup de force ce livre, donc Islamophobie, la fabrique du problème musulman. C'est un arrière théorique que tu Julien à la fin, il est au cœur finalement de la proposition théorique de l'ouvrage. Merci encore. La troisième et dernière conférence ce soir, last but not least, celle de Bouchara Manaï. Elle a pour titre Présence musulmane en milieu urbain et controverse, bien entendu. Les musulmans du Québec, dit Bouchara, ont des modes de vie, des façons d'habiter, une inscription urbaine qui est ancrée dans la géographie de l'immigration montréalaise. Pourtant, ce qui paraît dans l'espace médiatique ne semble pas du tout corroborer cela. À partir de quelques cas médiatiques comme des controverses sur la présence musulmane au Québec, Bouchara va revenir sur ce qu'elle appelle une généalogie de la construction du problème musulman dans les espaces sociaux et urbains. Très brièvement pour la présenter, je dis qu'elle est coordonnatrice de la table de concertation jeunesse de Montréal-Nord. Elle termine une recherche postdoctorale à l'Université de Montréal et à l'enseigne de la géographie sociale. Elle est diplômée en études urbaines de l'Institut national de recherche scientifique, l'INRS, UCS, ça veut dire quoi ça? Urbanisation, culture et société. Merci. Sa thèse de doctorat a porté sur la mise en visibilité de l'ethnicité maghrébine dans l'espace urbain montréalais, notamment donc ce quartier qu'on appelle du Petit Maghreb. Si vous voulez, quelqu'un qui s'est intéressé à ça d'un point de vue de géographie sociale, d'un point de vue académique, qui a fouillé la question. Voilà, donc sa thèse est à lire. Bouchra, pour les prochaines minutes, s'il te plaît. Est-ce que vous m'entendez bien? Il marche là? Non, hein? Oui. Ouais, ok. Fais le moisine, parle. Oui, les trois présentations vont, je trouve, se complètent assez bien. Moi, ce qui m'intéresse en tant que personne qui pose un regard sur la ville, notamment sur certains groupes de migrants et plus spécifiquement ceux que j'ai analysés durant ma thèse de doctorat, c'est-à-dire les Maghrébins. Et donc quand on parle de Maghrébins, on parle de qui? On parle en général des musulmans francophones. Donc il faut aussi avoir cela à l'esprit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment la mise en scène médiatique peut avoir un impact sur les relations sociales et ce qu'on appelle la cohabitation interethnique en milieu urbain. Donc ça, c'était un peu pour positionner ma présentation par rapport aux deux précédentes. Je vais commencer un peu par vous raconter une anecdote. Dans les derniers jours, je me suis connectée à Facebook, comme de nombreuses personnes ici dans la salle. Et en tant que nouvelle maman, j'ai fait peut-être l'erreur ou la bonne
autre chose, je ne sais pas, de m'inscrire sur un groupe de jeunes mamans. Donc ce sont des femmes qui sont nouvellement mamans, et c'est un groupe qui rassemble des femmes maghrébines, des femmes arabes, des femmes musulmanes, qui vivent donc cette maternité nouvelle et qui ont envie de partager des informations, des façons justement de partager, de s'entraider dans cette nouvelle condition de mère. L'une d'entre elles, il y a quelques jours, a émis l'idée et le rêve de construire ou d'acheter un building pour vivre avec d'autres femmes musulmanes, pour que leurs enfants, dans le fond, puissent partager, par exemple, des fêtes communes comme l'Aïd, puis que leurs enfants fréquentent d'autres enfants musulmans, ou des enfants, dans le fond, qui ont des traditions similaires, et qu'elles puissent, en tant que femmes, partager cette vie communautaire. Donc il a été fascinant pour moi de voir un peu les réactions entre les femmes qui criaient au ghetto, celles qui souhaitaient que leurs enfants vivent avec d'autres musulmans, celles qui disaient que c'était seulement la mode du co-housing, comme c'est partagé par de nombreux hipsters, guillemets, et granos à travers le pays, etc. Donc pour moi, cette discussion a été une sorte de résumé de ce que j'essaye de vous dire ce soir. En tant que chercheur en études urbaines et en géographie sociale, j'ai trouvé cette discussion intéressante. Mais en fait, je vous avoue que j'ai été ravie qu'elle se fasse dans un groupe fermé. D'abord parce que chacune de ces velléités de vivre en communauté se transforme en controverse. Et ensuite, parce que chacune de ces controverses alimente le fameux problème musulman. Alors, j'ajouterai à la référence que vous a donnée Mouloud, d'Abdelali Ajat et Marwan, la référence de Thomas Deltombe, qui analyse justement du point de vue historique la construction du problème musulman, alors pour la France, mais du point de vue médiatique, il élabore une recherche qui me paraît ici très importante de noter. L'islam imaginaire, effectivement. Et donc ce soir, ce que je souhaitais analyser, en fait, c'est la façon avec laquelle cette construction de la présence musulmane au Québec a des conséquences réelles et sur la vie réelle des gens. Donc les mythes du ghetto musulman se confrontent, selon moi et selon les recherches que j'ai essayé d'établir et que je n'ai malheureusement pas le temps de vous présenter ce soir. Les recherches montrent une géographie de l'immigration et de l'altérité qui est une géographie complexe. Et donc je voudrais, mon propos en fait illustrera 2-3 cas qui ont été médiatisés récemment ou moins récemment et qui ont non seulement un impact sur les représentations sociales, comme l'expliquait Madame Beauregard de façon très nuancée, mais également, pour moi, la chose importante, c'est que cela a des impacts sur les relations entre les citadins. Et donc il existe de nombreuses légendes urbaines sur la présence musulmane au Québec, et notamment dans les espaces urbains. Certaines de ces controverses autour de la présence de ces musulmans nourrissent un imaginaire sur les quartiers d'immigration, notamment ceux habités par les Maghrébins ou les Arabes, comme je l'expliquais tantôt. Considérés comme des ghettos de barbus, entre plein de guillemets, où régnerait un ordre social spécifique. Certains espaces de la ville finissent par être stigmatisés autant que leur population. Ces controverses, qu'elles concernent le quartier musulman imaginaire à Brossard, dans la banlieue de Montréal, les cimetières impossibles à construire à Huntington ou à Saint-Apollinaire, ou l'utilisation de certaines infrastructures telles que les piscines ou les zoos. Là, j'évite à quoi réfèrent en fait ces lieux que j'évoque, influencent de fait le regard que les citadins ont de leur ville et les représentations qu'ils se font des relations avec leurs concitoyens musulmans et également maghrébins. Mais pas seulement maghrébins, évidemment. En plus des controverses de grande envergure des dernières années, de multiples discussions rythment la vie publique québécoise. Alors, une année c'est le burkini, une autre année c'est le voile, une autre année c'est le je sais pas quoi, nini. Donc, à chaque fois, il y a dans le fond des problématiques qui sont érigées en fait des controverses qui se construisent par de la polémique, dans le fond, et puis des débats sur le burkini, à ceux sur les prières dans les espaces publics ou encore sur les référendums liés à la construction de tel lieu de culte ou de telle mosquée ou de telle autre affaire. La ville s'oppose, et ça c'est l'élément que je trouve important, la ville s'oppose comme un théâtre des conversations sur la présence de l'autre musulman,
qui se trouve, comme je le disais ici à Montréal, notamment à être donc un maghrébin francophone sélectionné par le Québec pour venir enrichir le fait français. L'espace de la ville accueille donc des controverses qui happent les musulmans, qu'ils soient de Montréal ou de Québec ou de Sherbrooke, peu importe l'espace urbain dans lequel ils se trouvent. Les controverses entourant la place des musulmans transforment l'espace public et notamment l'espace urbain qui devient un objet de dispute. Et puis je vais citer ici Nilüfer Gülay, qui est une auteure d'origine turque qui sévit, heureusement, pour la France. Non, sévit est un bon terme, hein, qui travaille en France sur les enjeux de présence musulmane en Europe et en France, et dont je vous recommande le dernier ouvrage qui s'appelle Enquête. Dans le fond, elle fait toute une analyse de toutes les controverses qui ont touché la plupart des pays européens, donc France, Belgique, Italie, Espagne. Et dans chacun de ces pays, elle analyse une controverse et elle essaye de voir comment ces controverses ont un impact sur les réalités et les relations sociales, mais comment également elles se sont construites politiquement, médiatiquement, pour ne pas répéter ce que vient de dire. Musulmans au quotidien, ça s'appelle. Musulmans au quotidien, oui, tout à fait. Bon, c'est ça. Si vous avez besoin de références, vous demandez. Et pour la citer, pour citer Nilüfer Gülay, elle dit « Dans l'espace public, il y a quelque chose de consensuel, de sens commun, mais aussi la possibilité de remettre en cause le consensus et d'amener à la conscience publique de nouveaux thèmes, de nouveaux sujets, de nouveaux acteurs. » Et ce qui m'amène à dire que dans le fond, il y a autour de ces crispations et de ces controverses autour de la présence des musulmans quelque chose de l'ordre de ce qu'elle appelle l'interpénétration. C'est aussi parce qu'il y a une sorte d'intégration, même si jaillit ce terme, une sorte d'intégration dans la société et une inscription, notamment urbaine, de certains groupes sociaux, qu'il peut y avoir crispation. La partie positive de moi-même dirait que s'il y a crispation et controverse, c'est parce que dans le fond, il y a une réelle inscription sociale et citoyenne. Alors le premier cas que je voulais utiliser pour illustrer dans le fond ce que j'essaye de vous dire, c'est la manifestation qu'il y a eu au Petit Maghreb il y a quelques années par un groupe qui s'appelle Pegida. Et donc le Petit Maghreb, qui est très peu connu au final des Montréalais en général, a été visé en 2015, je pense, par une manifestation d'extrême droite organisée par le groupe Pegida Québec, annexe du mouvement allemand éponyme et actif jusque-là sur les réseaux sociaux québécois. Le lieu de la manifestation permettait aux organisateurs de scander les slogans contre l'islamisation de la société québécoise, laissant les commerçants et les usagers de cet espace tout à fait normal de la ville complètement bouche bée. Si les manifestants étaient peu nombreux, il faut le dire, la présence des services de police et des contre-manifestants, notamment des groupes antifascistes du Québec, a vite détendu l'atmosphère et la manifestation d'extrême droite s'est transformée en dans le fond, une plus grosse contre-manifestation, ce qui montre une sorte de solidarité urbaine qui existe en fait. Sauf que le Petit Maghreb devenait pour la première fois une cible et une référence islamisée, vue comme musulmane, donc, aux yeux d'activistes aux intentions tout à fait douteuses. Cet événement a beaucoup marqué le Petit Maghreb et l'a marqué du sceau de ghetto islamisé. Je pense que, par exemple, il en a également écorché l'identité. Identité de quartier qui, pour être comprise, a besoin de beaucoup de nuances et qui a besoin et qui nécessite que l'on s'attarde sur sa complexité. Complexité d'espace vécu, d'espace conçu, en tant qu'artère commerciale certes, mais aussi en tant que référence identitaire. Donc ça, c'est un des multiples épisodes qui décrit l'imprégnation d'islamophobie en milieu urbain. La médiatisation de ce type de manifestation, parce qu'il y a eu médiatisation de cette manifestation, n'a pas pour autant retiré le label islamisé, et donc stigmatisant qu'il a pu apposer sur le territoire de Saint-Michel, si vous ne savez pas de quoi je parle. Le deuxième cas que je voudrais utiliser, c'est plus récemment en fait, une controverse autour d'un projet résidentiel. Donc, cette controverse a éclaté en 2016
lorsqu'un promoteur potentiel, donc un promoteur immobilier potentiel, souhaitait voir peut-être un jour, rêvant, de bâtir une résidence en Montérégie pour des familles musulmanes. Son ambition était de proposer un espace de vie sociale d'abord, et je vais citer ce monsieur qui s'appelle Nabil Warda. Donc, il dit « On vit en ville dans une société occidentale, les relations interpersonnelles sont lâches, dans le sens qu'elles ne sont pas serrées. Les gens se rencontrent pour la prière du vendredi et il n'y a pas grand-chose d'autre qui se passe. » Et donc, déplorant le manque de connexion entre les musulmans qui fréquentent la mosquée, donc là, on est complètement... En fait, cet exemple même prouve l'antithèse c'est comme l'antithèse de l'histoire du ghetto musulman. Et donc, ce monsieur décrit le manque de relations sociales qui peut exister auprès de certaines communautés musulmanes qui sont dispersées sur la métropole. Et mes recherches, notamment sur les Maghrébins, ont montré comment il y a une hyper-dispersion de ces immigrants dans la métropole, même s'il y a, dispersion ne veut pas dire aucune concentration, même s'il peut y avoir des nœuds de concentration ici et là dans certains quartiers et dans certains arrondissements de la ville. Et donc, si cette controverse fut éphémère, elle installa la suspicion sur la spatialisation des musulmans francophones, donc ces maghrébins. Ainsi, il me semble plus qu'utile de déconstruire certains des concepts dont la négativité colle non seulement aux immigrants, mais aux autres, aux altérisés, aux groupes racisés, etc. Et donc, parmi ces concepts qui sont vus comme très négatifs et qui sont accolés aux réalités migratoires, vous avez évidemment l'enclave, le ghetto, la concentration résidentielle. Pourtant, soyons honnêtes, ce sont des formes d'habiter la ville qui sont tout à fait ordinaires et qui sont tout à fait normales dans les espaces urbains et dans les milieux urbains. Le troisième cas que je veux évoquer, bien plus proche de nous ce soir à Côte-des-Neiges, c'est la fameuse histoire de la mosquée où peut-être des femmes se seraient faites virer de devant le chantier, mais ce n'était pas tout à fait sûr, mais en tout cas, on est quand même féministe au Québec. Guillemets. Et donc la récente affaire de la mosquée de Côte-des-Neiges a été pour moi le énième cas et le énième piège dans lequel se sont engouffrés non seulement des politiciens et des politiciennes, mais également des acteurs du milieu médiatique. Et cette controverse-là autour du fameux chantier, peut-être, et des femmes qui peut-être se seraient faites exclure de ce fameux chantier, peut-être, est une des façons d'illustrer la construction et la fabrique des légendes urbaines autour de la présence des musulmans, et qui, en fait, en se médiatisant, emporte avec elle malheureusement la cohésion sociale et la pratique religieuse de certains citoyens et de certains concitoyens et de certains citadins, parce que, évidemment, ils mettent le blâme, ou ils jettent une sorte d'opprobre sur des lieux de culte qui, comme le disait Mouloud, sont surtout des espaces et des marqueurs, dans le fond, de cette vie religieuse. Alors, les fameuses controverses, dans le fond, qui s'inscrivent ou qui prennent une illustration dans l'espace urbain, et ce dernier exemple date de décembre 2017, évidemment, on n'en est pas à une première controverse. Et comme le relate un article de 2003 dans le Globe and Mail, la première controverse autour de la présence musulmane a commencé au Québec dès les années 90. Au fond, c'est avec les premières affaires du foulard, comme on a aimé les appeler, qui, dans le fond, se sont, ici au Québec, succédées à celles survenues en France dès 1989. C'est pourtant durant les années 2000 que les controverses deviennent de plus en plus récurrentes. Donc on a l'affaire annuelle musulmane, et donc la présence musulmane va se crisper autour d'enjeux religieux, et ce, autant dans les milieux scolaires, dans les milieux institutionnels, que l'espace public, et que dans l'espace public, voire, je noterai dans les dernières années, une diffusion aussi dans des espaces qui sont censés être des espaces privés et de consommation privée. Donc des fameuses controverses dans les zoos ou dans les piscines de Granby, ou pour ne nommer que celle-ci. Je ne peux pas faire de la pub nulle part, mais c'est à ce type d'éléments que je fais référence. Le cabane à sucre.
Les cabanes à sucre également, tout à fait. Oui, c'est bon. La présence de lieux de culte dans l'espace urbain et de ces lieux de culte comme un des marqueurs de ce qu'on appelle les marqueurs de l'ethnicité se trouve à être les premières cibles lorsqu'il y a de la violence islamophobe. Le 29 janvier, je pense, en est la parfaite illustration. Et donc on se retrouve avec une sorte de paradoxe à prendre place dans la société, et donc c'est ce qu'on appelle aussi le droit à la ville, notamment quand vous prenez place dans la ville, vous accédez à un droit à la ville, et donc ce type d'inscription et d'installation de marqueurs dits ethniques est, comme je le disais, une forme d'intégration à la ville, et au final se trouve, cette caractéristique d'une intégration se retrouve à être le premier élément qui fait que vous allez être ciblé